Parlez-vous le langage woke, volume 2. Si vous n'avez pas vu la première partie, c'est pas grave, restez avec nous. Par contre, ce qui est grave, c'est de ne pas vous abonner à la chaîne et de ne pas liker cette vidéo. Si vous ne le faites pas, c'est en soi une microagression. Microagression! Le wokisme importe chez nous par le milieu militant de gauche radicale et le monde universitaire beaucoup de concepts. Ces termes et ces concepts ne se limitent pas au monde politique, mais atteignent aussi le monde des grandes entreprises qui s'adaptent à ces nouvelles normes et politiques de diversité et d'inclusion dans l'entreprise imaginées par des woke. Alors ces concepts sont souvent des anglicismes qui servent à décrire des situations d'oppression ou des microagressions dont seraient victimes les groupes minorés. Alors groupe minoré, qu'est-ce que c'est? Je vous écoute. Exactement, c'est un groupe minoritaire marginalisé. Alors on a les LGBT, les handicapés, les immigrés, alors les migrants, les réfugiés, les exilés, parce que leur dénomination change tous les 3 mois. Aujourd'hui, certains parlent même de personnes en situation de migration. Parmi ces groupes minorés, vous avez aussi les gros, vous allez le découvrir. Et les femmes, même si elles représentent 50% de la population, elles sont minorées parce qu'oppressées depuis nuit du temps. Alors laissez-moi vous présenter et vous inculquer ces joyeux concepts woke qui vous permettront de briller avec votre entourage et de vous sentir supérieur moralement. C'est parti! Le premier concept, c'est Not All Men. C'est un hashtag qui a commencé en 2014 après la tuerie d'Isla Vista aux États-Unis en 2014, perpétrée par un incel. Vous savez, la culture incel des involuntary celibacy. Donc après cette tuerie qui a fait 6 morts, le hashtag voulait montrer que les hommes ne sont pas tous des agresseurs sexuels, des violeurs, des meurtriers, des maris violents. Et il a continué d'être utilisé plus tard par les hommes face à un féminisme de plus en plus essentialiste, déterministe. Mais alors c'est quoi le problème? Eh bien pour le courant féministe dur, ce hashtag est problématique à plusieurs égards. Dans cet article du blog féministe Elena sans H, ce hashtag ne nous apprendrait rien. Dans cet article, l'auteur le dit elle-même, il ne s'agit pas de tous les hommes. En effet, ça tombe sous le sens. Mais ils prennent l'exemple des cyclistes. En effet, sur la route, les cyclistes sont mis en danger en général par les voitures. Une petite portière qui s'ouvre. Donc on généralise et on se méfie des voitures. C'est normal. Et les féministes veulent donc pouvoir généraliser sur le cas des hommes les entourant, car ils peuvent potentiellement les agresser, les violer, les accoster, les regarder insistement ou leur adresser la parole même. On ne sait plus où s'arrête l'agression et la culture du viol. Même si tu es gentil, même si tu aimes ta maman et toutes les autres femmes sur Terre, même si tu es respectueux, même si tes intentions sont louables, même si tu récites du Baudelaire, même si tu es désolé de les déranger, tu les déranges si tu les interpelles dans la rue. C'est intéressant en effet parce que les agressions sexuelles contre les femmes sont, la majorité des cas, le fait d'hommes, pas se mentir. On peut donc généraliser. Et généraliser est utile pour construire un raisonnement. Mais pourquoi refuser de généraliser sur d'autres sujets qui sont tout aussi importants? Le Not All Men, c'est un peu le c'est pas ça l'islam qu'on entend au lendemain des attentats. Mais pourtant, ces mêmes féministes se gardent bien de généraliser sur les questions du terrorisme, de la délinquance ou de l'insécurité, alors même que les populations immigrées sont surreprésentées dans les catégories crimes et délits du code pénal. Ce féminisme woke n'hésite pas à existentialiser, à excuser parce que ce sont des parcours de vie particuliers, certains coupables pour leurs origines et leur appartenance culturelle. On connaît bien le « ah, c'est pas trop de sa faute, il a vécu une enfance difficile, il était pauvre, il a grandi dans un ghetto, il n'avait pas les codes culturels ». On connaît, ça c'est existentialisé. Mais par contre, ce même féminisme n'hésite pas à essentialiser le coupable sur d'autres critères. Par exemple, son identité sexuelle. C'est un homme, donc au fond, c'est un dominant. Là, on essentialise, on fait du déterminisme. Mais cette stratégie est assumée. Pierre Valentin, dans sa note Anatomie du wokisme, qu'on a reçue sur la chaîne, je vous invite à regarder l'entretien, explique que forger un discours cohérent est un inconvénient pour les woke. Je le cite encore. Eve Kosowski-Sedgwick, figure importante de la philosophie queer, met en valeur la contradiction et l'incohérence pour leur faculté à rendre le mouvement qu'elle défend plus difficile à cerner. Donc pour elle, la cohérence n'est pas une prémisse à construire un discours, mais est un peu handicapant. Une autre théoricienne postcoloniale et de premier plan, Gavatri Chakravorty Spivak, fait aussi appel à l'essentialisme stratégique. Donc essentialiser un homme quand il est violent, mais l'existentialiser quand il est violent, mais non blanc et pauvre. Deuxième concept, queer. Comment on a pu passer à côté de ce terme dans notre dernier épisode? Il faut rappeler les bases. Queer, c'est le Q dans LGBTQ, qui se traduit par curieux, qui était au départ péjoratif pour désigner les homosexuels aux États-Unis, et il a été ensuite utilisé par les militants eux-mêmes qui ont retourné le stigmate en revendication
identitaire. Queer, c'est tout simplement que vous n'entrez pas dans les cases genrées du système binaire homme-femme. En fait, l'idéologie queer, c'est ce que vous connaissez sans doute sous le nom de théorie du genre. Attention, qui n'existe pas, bien sûr. Votre question, monsieur, aurait un sens si nous nous apprêtions à introduire une théorie du genre à l'école ou même ailleurs. Mais la théorie du genre n'existe pas. Cette théorie n'existe tellement pas qu'on l'enseigne désormais dans toutes les universités du monde occidental, sous le nom de Gender Studies ou études de genre. La théorie postule que le genre dépasse largement l'identité sexuelle qui serait étriquée dans la seule identité chromosomique et génitale, ce qui détermine tout le reste, mais bon. D'après les Gender Studies, on peut donc s'identifier tant femme que homme et en changer quand on le souhaite. Mais c'est encore resté dans un schéma binaire. Mieux vaut être parfaitement queer et être non-binaire et fluide, et même construire son identité de genre, comme cette personne mi-humain, mi-loup, ou mi-femme, mi-reine. Être queer, c'est donc être totalement libre de pouvoir choisir son identité. Mais en réalité, c'est épuisant. Comment voulez-vous avancer dans la vie si chaque matin, il faut que vous demandiez comment dépasser mon identité biologique, comment dépasser les comportements et les rôles sociaux et s'inventer une propre identité. C'est dommage, parce que l'être humain, empiriquement, au cours de l'histoire, a forgé des identités, imparfaitement sans doute, qui ont leur beauté, leur rôle, leurs avantages, leurs nuances, leurs défauts. Mais bref, bon courage dans votre quête permanente de sens et d'identité. En attendant, 99% des humains sur Terre avancent dans la vie en assumant qui ils sont et en acceptant avec quoi ils sont nés entre les jambes. Et n'oubliez pas vos anxiolytiques. Concept 3, les trigger warnings. Alors le trigger warning, ou la manifestation envahissante de la susceptibilité et de la fragilité des pays occidentaux se traduit par avertissement de déclenchement ou traumavertissement pour les Québécois qui adorent traduire les mots anglais en français, mais on les remercie quand même parce que nous en France on fait pas ce taf. Ces trigger warnings servent à vous avertir que les propos ou le contenu que vous allez voir ou entendre peut déclencher chez vous une crise liée à un syndrome ou un stress post-traumatique. Les personnes ayant vécu un événement ou une agression très choquante en souffrent parfois, comme les vétérans de conflits armés qui peuvent entrer en crise quand ils entendent des coups de feu par exemple. Mais pour notre génération, les stress post-traumatiques peuvent aussi arriver après des agressions racistes, sexistes ou misogynes. Ainsi, à la vue de scènes de films ou de propos violents, ces personnes peuvent être victimes d'un trigger, c'est-à-dire d'un déclenchement d'un stress post-traumatique. À tel point que dans les films ou même dans des vidéos combini, dans le cadre scolaire, les trigger warnings sont utilisés en cas de violence sexuelle ou raciale, comme l'apparition d'un blackface dans un film aux États-Unis. Les militants woke et la génération snowflakes se servent aussi de ces stress post-traumatiques pour assurer et se plaindre d'avoir été trigger devant des propos considérés transphobes, sexistes ou racistes. Si quelqu'un estime qu'il n'existe que deux genres, féminin et masculin, et qu'une personne l'entend, elle pourrait rentrer dans une crise liée à un syndrome post-traumatique. Ce qui est un excellent moyen de limiter, de criminaliser la parole des personnes qui vous contredisent ou vous heurtent dans vos certitudes. Ce qui est préoccupant, c'est que les jeunes de la mouvance woke se servent de ce traumatisme pour construire leur identité. Ils s'enferment dans cette souffrance dont ils ont été victimes et exigent de plus en plus de trigger warning. Or, depuis 2020, des études ont remis en question l'efficacité réelle de ce type d'avertissement à moyen et long terme. Concept 4, les Fat Studies. Alors aux États-Unis, les Fat Studies, il y a un marché, sont un domaine académique de recherche destiné à l'obésité. Et les Fat Studies sont un domaine interdisciplinaire combinant des méthodes de la sociologie dans la lignée des études de genre et des études queer qui se concentrent sur les aspects sociaux, culturels, historiques et politiques de la manière dont l'obésité en tant que phénomène et les personnes obèses sont représentées et traitées. Voilà pour la petite définition. En découle le body positivism, le fait de réhabiliter des corps qui ne rentrent pas forcément dans les canaux de la beauté athlétique. Alors s'il est très louable d'arrêter de faire défiler des squelettes à la Fashion Week ou de traiter de gros des gens un peu enveloppés, le problème des Fat Studies est qu'elles ont incité beaucoup de personnes obèses à rejeter le discours médical mettant en garde sur les risques pour la santé de l'obésité. Ce ne serait pas à la médecine blanche et patriarcale de vous dicter comment vous devez vous nourrir ou faire du sport. Bon courage à votre balance. Cinquième concept, le ableism ou validisme. Alors pour celui-là, on va se contenter de lire la page Wikipédia très objectif du capacitisme. Le système de valeurs capacitiste, fortement influencé par le domaine de la médecine, place la personne valide sans handicap comme la norme sociale.
Les personnes non conformes à cette norme doivent ou tenter de s'y conformer ou se retrouver en situation inférieure, moralement et matériellement, aux personnes valides. Alors ce qu'on adore avec le validisme, c'est le silence des militants sur le traitement réservé aux embryons porteurs de lourds handicaps ou de trisomie 21 qui sont avortés parce qu'on leur explique que ça va être un poids pour leurs parents. On parle pas de quelques cas désespérés. Et surtout, ça fait beaucoup quand on se considère intersectionnel, c'est-à-dire qu'on veut faire converger la lutte pour l'allongement des délais de l'avortement et la lutte pour l'accueil des personnes handicapées et leur légitimation par rapport à des personnes valides. 6e concept, le hogging. Alors, obésité et huile d'olive toujours, le hogging, c'est un défi que se donnent des étudiants sur les campus américains de coucher avec la fille la plus grosse de la promo ou de la soirée. Évidemment, pour les féministes, cette pratique s'inscrit dans le rapport de domination patriarcale des hommes sur les femmes et des personnes minces sur les personnes grosses. Alors qu'en réalité, on a affaire à un joli fruit pourri de la fameuse libération sexuelle qui a libéré tous les pires vices chez les gens. Alors cette pratique est extrêmement perverse, elle détourne la relation charnelle dans le but d'humilier une personne obèse et en plus d'en être fier. Alors cette pratique donne lieu à de nouveaux chapitres dans les départements universitaires des Fat Studies qu'on vient de voir. Bravo messieurs, continuez à donner aux universités américaines de quoi remplir leurs cours. 7e et dernier concept, le stilving, qui est le fait de retirer son préservatif en plein acte sexuel et à l'insu de son partenaire. Beaucoup de femmes s'en plaignent outre-Atlantique et c'est maintenant même un crime sexuel au Canada assimilable au viol. Je ne vais pas m'éterniser sur la question parce qu'on rentre vraiment dans du sordide, mais en gros le risque du stealing, en plus de tromper la confiance de votre partenaire, eh bien le risque est de transmettre les MST ou de mettre enceinte même une personne qui n'a pas demandé, c'est horrible. Mais bordel, est-ce qu'on peut se poser les bonnes questions? Ou bien est-ce qu'on est obligé de réfléchir comme un street bénévole de SIDAction? Qu'est-ce que tu fous dans ton lit avec une personne aussi tordue? Est-ce qu'il y a un moment donné, les filtres ont tous été bien appliqués? Alors je ne fais pas la morale, mais j'ai été étudiant et j'ai vu ce qui se passe. C'est toujours le problème, comme avec le hogging d'ailleurs. En général, dans un contexte de débauche dans le milieu universitaire, si tu additionnes libération sexuelle débridée, débauche, alcool, drogue douce, drogue dure, parce qu'il faut quand même bien s'amuser, libido très forte, et bah que reste-t-il du consentement et du libre arbitre? Est-ce que vous prenez le volant dans de telles conditions? Alors l'idée n'est pas du tout d'excuser les gens qui font du hogging ou du stilving, mais encore une fois, on a affaire à des progressistes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Ils veulent tous les avantages de la débauche, tout en condamnant fermement ses conséquences les plus immédiates. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Dites-nous en commentaire si vous voulez un volume 3, car j'ai du stock dans ma besace. Et abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo, c'est très important, et on se dit à très bientôt.